Pas d'intro aujourd'hui, l'heure est grave. Mais que se passe-t-il à la WWE? Quelques mois après WrestleMania, la promotion semble être dans une période sombre et les audiences de Raw et SmackDown, ses produits phares aux États-Unis, baissent jusqu'à atteindre des points historiquement bas. Entre incohérence de booking, des storylines pas très captivantes, une mauvaise utilisation des talents et une image qui se détériore au profit de l'argent du Moyen-Orient, la promotion de Vince McMahon semble être dans l'une de ses pires périodes. La WWE traverse un début de crise qui peut et qui doit les alerter. Et surtout à l'heure où l'arrivée d'une nouvelle promotion dans le monde du catch peut changer la donne. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la consultation, qui est, je vous le rappelle, une thématique de vidéo où je vais analyser ce qui se passe autour de un catcheur en péril ou en l'occurrence une promotion avec la WWE. Alors vous le savez si vous me suivez depuis un certain temps, d'habitude je suis assez clément, assez empathique avec la promotion de Vince McMahon, mais aujourd'hui voilà, il va falloir mettre les choses au clair, mettre les points sur les i pour voir quels sont les véritables problèmes de la compagnie de Vince McMahon. Et comme pour le premier épisode de la consultation portant à l'époque sur Dean Ambrose, je vais vous exposer plusieurs hypothèses que je vais valider ou non à travers une argumentation. Attention toutefois, cette vidéo n'a pas pour but de casser gratuitement du sucre sur le dos de la WWE, mais bien d'analyser les problèmes et les choix stratégiques douteux de l'une des plus grandes entreprises du divertissement sportif. Bon, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez qu'il y a deux approches possibles pour cette vidéo. Premier cas, vous êtes un fan d'internet, vous connaissez déjà quasiment tout ce qui se passe dans les coulisses, vous êtes au courant de toutes les news et tout ce qui peut se passer dans le monde du catch. Du coup, vous serez déjà probablement un petit peu au courant des choses que je vais dire dans la vidéo. Mais j'attends de vous du coup que vous réagissiez par commentaire et que vous me donniez votre avis sur les points que je vais développer. Second cas de figure, vous regardez la WWE par passion, vous regardez par exemple sur AB1 avec Christophe Ajus et Philippe Chéreau, vous êtes juste passionné par le catch en général et vous êtes diverti par les programmes de la WWE. Donc ma vidéo n'a bien sûr pas pour intérêt de dénigrer le produit pour vous en dégoûter, mais bel et bien de vous montrer ce qui se passe à l'intérieur et comment sont tirées les ficelles de la gestion dans la WWE. Installez-vous confortablement, prenez des pop-corn avec vous, attention quand même pas trop parce qu'au niveau diabète ça craint. C'est parti pour cette vidéo. La première hypothèse que j'ai à vous proposer est la suivante. La gestion de la WWE est calamiteuse. Et par gestion, j'entends la gestion humaine, donc à savoir la gestion des talents, des catcheurs, et la gestion créative, à savoir ce qu'on appelle le booking et la création de storyline. Donc pour ceux qui connaissent pas trop, en gros c'est l'utilisation des catcheurs et les histoires qu'on va leur faire raconter sur le ring. Vous savez, dans le monde du management, on dit que les entreprises qui réussissent le mieux sont celles qui arrivent le mieux à anticiper ce qui va se passer. On appelle ça être proactif. Eh bien, on se demande si la WWE arrive à être proactive, parce que quand on voit la manière dont elle gère, il y a du souci à se faire. Je vais vous parler en premier de la gestion des talents, des catcheurs, et prenons le cas du Superstar Shake-Up qui est arrivé il y a quelques semaines. Pour ceux qui s'en rappellent, donc le Shake-Up a eu lieu normalement, il y a eu les échanges entre Raw et SmackDown, et une semaine après ou 10 jours plus tard, on découvre que 3 superstars qui ont été transférés à Raw reviennent à SmackDown, à savoir Andrade, Zelina Vega et Aleister Black. Il se trouve que ce changement a eu lieu pour plusieurs raisons. Premièrement parce que la Fox, la chaîne américaine qui va diffuser SmackDown à la fin de l'année, a réclamé à la WWE d'avoir une star hispanique dans le show bleu. Du coup, Andrade, qui avait été présenté en grande pompe du côté de Raw et sur les réseaux sociaux, a dû faire le chemin inverse et retourner à SmackDown. Bon, il y a aussi un autre élément un petit peu politique, c'est que Charlotte Flair, la copine d'Andrade, est à SmackDown, donc voilà. On a remis Andrade à SmackDown pour plusieurs raisons. Sauf que qui dit Andrade à SmackDown dit Zelina Vega. Et Zelina Vega, avec qui elle est mariée? Elle est mariée avec Aleister Black. Donc il a fallu également rapatrier Zelina et Aleister Black du côté de SmackDown, brisant ainsi en 1000 morceaux l'équipe entre Ricochet et Aleister Black qui commençait à faire des étincelles. Bon, d'un côté, c'est quand même bien que la promotion essaye de contenter tous ses salariés, toutes ses stars, en réunissant les couples, mariés ou non. Ça pousse un peu à la productivité, ça évite qu'il y ait des soucis backstage, on y reviendra. Mais toujours est-il que la promotion n'a pas été capable d'anticiper ça, et ça a conduit à un imbroglio énorme quoi. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, je vais pas énumérer tous les exemples sinon la vidéo va être extrêmement longue. L'idée c'est d'avoir un avis général, une idée globale de ce qui se passe dans les coulisses de la promo. Par contre, je peux vous parler de cas de catcheurs qui sont vraiment dans la tourmente du côté de la WWE. Je pense à Sasha Banks, je pense à Luke Harper dont la démission a été refusée, je pense à l'équipe de The Revival qui est constamment humiliée chaque lundi à Raw, ça j'y reviendrai également un petit peu plus tard, ou encore à des mecs comme Dean Ambrose et Tye Dillinger qui eux sont vraiment partis et ne semblent pas le regretter. La gestion du booking et des storylines est également calamiteuse en ce moment. Et puisque je n'arrête pas de vous parler d'anticipation depuis le début de la vidéo, pensez-vous que la promotion ait anticipé la blessure du top heel à SmackDown Daniel Bryan après WrestleMania,
pour construire un autre super méchant du côté de la bande bleue. Spoiler alerte, pas du tout. Prenons le cas de Kevin Owens. Déjà que pour moi le retour de Kevin Owens a été catastrophique. Pour rappel, il revient vers Fastlane pour entrer dans une storyline un petit peu bancale pour remplacer Ali, et il ne participe même pas à WrestleMania parce qu'il n'a aucun programme. Les officiels ont décidé de construire Kevin Owens comme un top face, quelqu'un du peuple, voilà, qui balance des stunners à la Stone Cold pour lui donner une nouvelle image et pour en faire quelqu'un d'aimé par la foule. Ce qui dans l'absolu est plutôt une bonne idée, même si Kevin Owens, en heel, en méchant, il est quand même super efficace. Et là où la promo aura pu faire une storyline géante sur 2-3 mois avec Kevin Owens et le New Day pour au final refaire tourner heel Kevin Owens par exemple au bout de 1 ou 2 mois, la WWE a décidé au bout d'une semaine qu'il lui fallait un grand méchant et donc que la storyline avec le New Day était terminée. Franchement j'ai trouvé ça dommage parce que je me dis que voilà, on comprend plus rien. D'une semaine à l'autre tout est rushé, rien n'a de logique en fait, et c'est ça le véritable problème à la fédération, c'est un manque cruel de logique. Et puis pourquoi faire tourner heel Kevin Owens si on a un projet pour lui en tant que grand face, quand on a des mecs comme Shinsuke Nakamura, Samoa Joe ou même Rusev qui peuvent faire office de super méchants. Oh, c'est difficile de repenser à tout ça. Je vais m'intéresser maintenant au cas des storylines, les scénarios conçus pour nous divertir, nous, en tant que fans de catch. Et j'ai une question très simple à vous poser. Y a-t-il une storyline qui vous a passionné cette année, ou du moins depuis WrestleMania, une storyline dans laquelle vous avez vraiment été investi, autre que l'accession de Kofi au titre? Dites-moi ça par commentaire, je suis très curieux et j'ai besoin d'avoir vos avis. La WWE a clairement un problème avec ses scénarios, avec son équipe créative peut-être, mais en tout cas, elle n'arrive plus à divertir autant qu'avant. On va faire un petit focus sur les dernières storylines qu'on a eues ces 6 derniers mois. En ce moment, du côté de SmackDown, on a Roman Reigns contre l'autorité, Shane McMahon. Encore une fois, ça fait au moins 5 ou 6 fois depuis 2010 qu'on a cette storyline. L'année dernière, du côté de Raw, on a eu Baron Corbin en tant que General Manager. Baron Corbin a fait ce qu'il a pu pour être divertissant, mais je suis désolé, quand on a un main event de Raw au bout de 3 heures entre Baron Corbin et Bobby Lashley, forcément les gens partent et forcément on perd de l'audience. Je pense également à la storyline entre Ronda Rousey, Becky Lynch et Charlotte Flair qui a mené au triple threat à WrestleMania. La manière dont ça a été créé, ça a été pas loin d'être catastrophique. Pour moi, ça a tué toute la hype autour du match, tout ce manque de logique autour de la construction du match a carrément été un désastre. Tout aurait dû être facile et tout a été compliqué, ce qui a mené finalement même à un match pas forcément terrible, avec une fin botchée en plus. Et du coup ce match, c'est pas sûr qu'il reste dans les annales quoi. Et que dire de Becky Lynch? Elle qui avait une aura de superstar à la fin de l'année 2018, eh bien moi j'ai l'impression que toute la hype autour de Becky Lynch s'est progressivement effacée au fur et à mesure des mois. Et c'est vraiment dommage quand on sait qu'il n'y a pas forcément de superstar dans cette promo. J'y reviendrai tout à l'heure. J'ai encore beaucoup d'autres storylines en tête qui ont été catastrophiques, mais je vous laisse m'en parler dans les commentaires, on en débattra tranquillement. Et en ce moment, la dernière folie du côté de l'équipe créative, c'est le Wildcard Rules. C'est-à-dire, voilà, des catcheurs peuvent venir d'un show à un autre, sans pression, sans souci. On ne comprend plus rien, il n'y a plus de logique, on ne comprend plus rien et en ce moment c'est une catastrophe. Le Wildcard Rule, donc cette nouvelle règle, c'est uniquement un espèce de pansement pour contenter un petit peu les fans, pour essayer de remonter dans les audiences, mais à terme, voilà, personne ne s'en souviendra, ou si ce n'est dans le négatif. Finalement, on voit qu'il y a clairement un gros problème du côté de l'équipe créative à la WWE. On a l'impression que tout est fait un peu à l'arrache, tout est fait un petit peu à la va-vite, qu'il n'y a pas de plan sur le long terme. La promotion, par exemple, en ce moment, n'arrive pas à créer de stars. Elle n'arrive pas à se créer une image, quelqu'un qui représente la compagnie en dehors des rings de catch. Et oui, c'est un fait, il n'y a aucune star actuellement à la WWE. Mais quand je parle de star, attention, je parle de méga star, de quelqu'un qui représente la promotion partout dans le monde. Rappelez-vous à l'époque, Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin, John Cena, tous ces catcheurs ont représenté la WWE. Tous ces catcheurs étaient connus en dehors des sphères de la WWE, c'est-à-dire que pour certains, ils étaient connus même par des gens qui n'étaient absolument pas fans de catch, reconnus juste par leur nom ou par leur image. Aujourd'hui, il n'y a pas de star dans cette promotion. Il y a bien de très bons catcheurs, je pense à Roman Reigns, Seth Rollins, AJ Styles, Finn Balor, mais malheureusement, et oui malheureusement, aucun n'est une méga star. Aucun n'est connu en dehors des sphères du catch. Et ça, c'est de la faute de la WWE. Finalement oui, il y a un gros problème dans la gestion de la promotion de Vince McMahon. Un gros problème dans la gestion humaine avec les talents et un énorme problème au niveau de la qualité du produit avec donc les storylines, avec le booking et avec les idées créatives qui ne sont tout simplement pas bonnes. Cette hypothèse numéro 1 est on ne peut plus validée.
Hypothèse numéro 2, la WWE paye ses choix. Elle paie ses choix de gestion, ce qu'on a vu dans le premier point, et elle paie également ses choix en termes d'image. Prenons le cas par exemple des audiences de Monday Night Raw et de SmackDown aux États-Unis. Cette année, en 2019, juste après WrestleMania, on a constaté une chute d'audience de presque 30% d'une année à l'autre, entre 2018 et entre 2019. C'est absolument monstrueux. La promotion de Vince McMahon dans son produit télévisuel se rapproche d'un seuil historiquement bas en termes d'audience. Actuellement, un épisode de Monday Night Raw intéresse en moyenne entre 2 et 3 millions de téléspectateurs. Sachez qu'en l'an 2000, un épisode de Monday Night Raw intéressait presque 6 millions de téléspectateurs. Imaginez la chute vertigineuse au fil des ans. À titre de comparaison, le 4 janvier 2010, pour le retour de Bret Hart à la WWE, l'épisode de Monday Night Raw a enregistré plus de 5 millions de téléspectateurs. Mais pourquoi est-ce que les audiences baissent à ce point? Eh bien tout simplement parce que le produit se détériore en termes de qualité. Ce n'est plus intéressant, c'est trop long. 3 heures de Monday Night Raw, c'est trop long. Moi-même de temps en temps j'essaie de regarder un épisode complet de Raw, mais c'est tellement long. Et il y a trop de monde, trop de temps, on ne s'investit sur personne. Si j'ai un conseil à vous donner pour ceux qui hésitent à regarder Raw et SmackDown, véritablement passez sur AB1, passez du côté de la VF. En plus d'être plus courts, les épisodes sont beaucoup plus divertissants grâce aux commentateurs français Philippe Chiro et Christophe Ajus. Vraiment, au moins vous passerez un bon moment. Plutôt que de regarder la version US où Michael Cole va vous dire que la foule est en délire, alors qu'il n'y a pas un bruit dans la salle. Ce qui est également réellement inquiétant, c'est que les audiences pour ce qu'on appelle la route de WrestleMania, à savoir de fin janvier à avril, n'ont pas augmenté. Et cette année, elles ont même baissé. Et ce malgré le retour de Roman Reigns, qui était donc du coup sur la touche à cause de sa leucémie, et bien là où il aurait dû avoir un espèce d'impact, un boom au niveau des audiences, eh bien elles n'ont tout simplement pas augmenté malgré la présence de Roman Reigns. Et d'ailleurs Vince McMahon avait dit que la chute des audiences était due à l'absence de stars à cause de blessures. Force est de constater que même avec Roman Reigns, les audiences ne sont pas remontées. Au niveau des audiences, il y a un autre paramètre à prendre en compte pour la WWE, c'est le fameux contrat avec la Fox qui arrive à la fin de l'année. SmackDown est actuellement diffusé sur USA Network et va donc être diffusé sur la Fox à partir du mois d'octobre. C'est une excellente nouvelle pour les troupes de Vince McMahon, puisque la Fox n'est pas une chaîne du câble par rapport à USA Network, et le produit SmackDown peut donc toucher beaucoup plus de foyers que sur USA Network. Par exemple, en France, c'est comme si Raw et SmackDown passaient de AB1 à M6. Il y aurait beaucoup plus de personnes qui pourraient tomber sur ce programme. Ce contrat est super lucratif pour la WWE, puisque la Fox va payer 200 millions de dollars par an à la fédération sur 5 ans. Ça représente 1 milliard de dollars sur 5 ans. Autant vous dire que Vince McMahon il va bien manger. Et enfin, le passage à la Fox peut également être salutaire pour la promotion, puisque la chaîne ne veut pas vraiment de comédie wrestling, comme on peut voir avec des storylines un petit peu bizarres, mais elle veut axer le produit WWE sur l'aspect sportif. Voilà, sur ce qui se passe dans le ring. Et ça, merci la Fox, parce que c'est tout ce qu'on veut. Mais attention, parce que le contrat avec la Fox a été négocié, je crois, en 2017, à l'époque où les audiences de SmackDown étaient largement plus hautes qu'elles ne sont aujourd'hui. Aujourd'hui, elles sont sous la barre des 2 millions de téléspectateurs. Et on ne sait jamais, tout peut arriver, et il pourrait y avoir des complications dans le dossier qui pourraient peut-être conduire à une annulation du contrat, ce qui serait catastrophique pour la compagnie de Vince McMahon. Bien sûr, on n'est pas encore là et beaucoup de choses peuvent arriver en attendant. Mais si d'ailleurs vous êtes vraiment intéressé par ce sujet, je vous invite à aller voir les vidéos de Yann de Wrestling Clinic qui s'intéresse vraiment à ça, aux statistiques, aux données financières, et c'est vraiment super intéressant, alors n'hésitez pas à les voir. Toujours dans l'optique de voir si la promotion paye ses choix en termes d'image, on va maintenant s'intéresser à un sujet polémique, un sujet épineux, le contrat avec l'Arabie Saoudite. Ce contrat fait polémique, mais qu'est-ce que ce contrat est lucratif pour la compagnie de Vince McMahon? Alors il est difficile d'avoir les chiffres exacts, mais de nombreuses rumeurs persistent sur le fait que l'Arabie Saoudite verserait 100 millions de dollars par an à la WWE pour 2 shows. Donc 100 millions de dollars, le contrat dure sur 10 ans, ça fait 1 milliard de dollars qui rentrent au bout de 10 ans. Vince doit vraiment très bien manger en fait. Alors effectivement c'est problématique en termes d'image, puisque faire des shows dans un pays où par exemple les femmes n'ont pas le droit de catcher, c'est moyen. Ce qui est également très moyen, c'est quand la promotion essaie de nous faire croire qu'elle va faire un show dans un pays progressiste, alors que tout ce qu'elle veut, c'est toucher son pognon. Mais effectivement, aller faire ce genre de show en Arabie Saoudite et le vendre en termes de communication et de marketing comme si c'était le WrestleMania du Moyen-Orient, voire même plus important que WrestleMania, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes dans la promotion de leur prochain show, le Super Showdown le 7 juin, on est en droit de se poser la question si la WWE ne serait pas en train de nous prendre pour des pigeons un peu. Bon, j'irai pas plus loin sur le point de l'Arabie Saoudite, puisque j'en parle beaucoup dans mes reviews de shows dédiés,
Mais voilà, en tout cas, je pense qu'il est possible que la fédération paie ses choix. Il est par exemple possible que certaines personnes, et j'en connais, refusent de regarder les shows en Arabie Saoudite pour des questions d'éthique. Et à côté de ça, que certaines personnes ne veulent plus regarder Raw et SmackDown parce que c'est trop long, parce que c'est trop chiant, et donc finalement à cause des choix scénaristiques qui sont pris par la WWE. Est-ce que la WWE paie ses choix? Oui, je pense qu'elle paie ses choix, mais je pense surtout qu'elle paie les choix d'un seul homme, et c'est ce qu'on va voir dans la troisième hypothèse. Hypothèse numéro 3, est-ce que le problème numéro 1 de la WWE s'appelle Vince McMahon? Et finalement, dans cette troisième hypothèse, vous allez voir qu'on va revenir sur des points déjà évoqués dans l'hypothèse numéro 1 et dans l'hypothèse numéro 2. Allez, tiens, je pense à quelques idées au hasard. Qui décide d'humilier The Revival? Qui décide de séparer l'équipe entre Aleister Black et Ricochet? Qui décide à l'époque de mettre au placard Tye Dillinger parce que sa gimmick de Perfect 10 est trop over, elle est trop aimée par le public? Tous ces choix sont-ils la responsabilité de l'équipe créative? Ou sont-elles les conséquences des choix du grand patron? Analysons un petit peu le comportement de Vince McMahon. On sait que c'est un génie qui a créé les bases du spectacle que nous adorons, le spectacle qui se nomme le catch. Mais à l'aube de son 75e anniversaire, quelle est la gestion de Vince McMahon? Alors sommairement, on sait qu'il a la décision finale sur absolument tout. La moindre storyline, le moindre ajout dans l'écriture des scénarios de Raw et SmackDown, c'est lui qui décide à 100%. Attention, c'est pas lui qui fait tous les shows. C'est l'équipe créative qui va lui proposer des choses et lui va accepter ou non. La plupart du temps d'ailleurs, il va refuser, ce qui crée pas mal de problèmes dans les équipes créatives et qui amène à de nombreuses démissions. En même temps, je peux comprendre lorsqu'on parle à un mur et que ses idées sont toutes jetées à la poubelle, il y a de quoi devenir dingue. Vince McMahon n'est pas quelqu'un de tyrannique, ce n'est pas quelqu'un de méchant, mais par contre il est borné et il a le choix sur tout. Et cette manie d'avoir le choix final sur tout, et de parfois intégrer lui-même certains éléments très loufoques, certains segments totalement malaisants dans les scénarios, commence finalement à créer un état de tension dans les coulisses, et ça amène même à des tensions avec Triple H. Et figurez-vous qu'il y a quelques jours de cela, Jon Moxley, celui qu'on appelait il y a quelques temps Dean Ambrose à la WWE, a confirmé tout ça durant son passage dans le podcast de Chris Jericho, Talk is Jericho. Je vous invite d'ailleurs tous très fort à aller écouter ce podcast, parce que vraiment il est criant. Jon Moxley parle vraiment avec le cœur et confirme absolument tout ce qu'on pensait sur la gestion par Vince McMahon. Et d'ailleurs il l'affirme même plusieurs fois dans le podcast, Vince McMahon est le problème de la WWE. Finalement aujourd'hui tout semble indiquer que Vince McMahon, celui qui a été un vrai génie, est maintenant devenu un fardeau pour sa propre compagnie. À titre personnel, je pense que Vince McMahon lâchera totalement la compagnie. La qualité et les conditions de travail seront grandement améliorées du côté de Stamford et on assistera, je pense, à une nouvelle ère qui sera, je pense, très bonne pour le catch. Mais ce n'est pas pour tout de suite, puisqu'on sait que Vince McMahon n'est pas prêt de lâcher son fauteuil de président et de gérant de la WWE. Et ce, même si à côté il a un autre projet qui s'appelle la XFL, qui est une ligue de football américaine annexe, qui va démarrer en 2020. Mais il l'a dit lui-même, il ne lâchera jamais son bébé la WWE, même pour son autre projet. Alors, c'est grave docteur? Eh bien oui, je pense que ça peut le devenir. Ce qui est vraiment paradoxal, c'est que la promotion amasse des tonnes et des tonnes d'argent, mais qu'à côté de ça, son produit est de moins en moins bon en termes de qualité. Et la WWE est actuellement en mode panique, avec par exemple le Wildcard Rules, ou encore des affiches un peu de rêve comme Seth Rollins contre AJ Styles qui sont balancées tout de suite à Money in the Bank au lieu d'attendre WrestleMania. Mais bon, je pense qu'il existe des solutions pour le court terme et en tant que docteur, je vais vous donner quelques recommandations. On parlait tout à l'heure de la gestion humaine des talents et figurez-vous que travailler à la WWE, c'est épuisant. C'est passer 300 jours sur 365 dans l'année sur les routes à voyager et à catcher. Et il est possible que ce genre d'emploi du temps soit nuisible à la longue pour les talents et pour la productivité. Et en plus de ça, il y a beaucoup de talents, peut-être même beaucoup trop. Il y a certains talents qu'on ne voit jamais. Par exemple, où est EC3? Je pense que l'idée de libérer des talents ou instaurer des time off, à savoir des vacances, de longues périodes sans catch, pourrait être bénéfique à la WWE. Roman Reigns est par exemple un partisan des time off. Il pense que ça peut être très bénéfique pour les catcheurs qui peuvent se reposer et ainsi être plus productif et créatif. Et du coup, soit dégraisser, soit instaurer des vacances, ça permettrait d'avoir un petit peu moins de monde sur les shows, et du coup des shows moins longs. Et qui dit show moins long, dit forcément meilleure qualité. Parce que moins de fatigue à le regarder, parce que plus d'investissement sur les storylines et sur les catcheurs. Regardez par exemple NXT, des shows très courts en semaine, des gros pay-per-view tous les 2-3 mois, et voilà, les fans adorent. Tout le monde est investi dans le produit, tous ceux qui regardent NXT adorent, parce qu'on est investi. Et en plus de ça, il y a beaucoup plus de temps pour construire des storylines et des catcheurs qu'on aime.
Et c'est ça qui manque à la WWE. Toujours sur l'axe des améliorations possibles, on a vu que la présence en Arabie Saoudite pouvait être un frein pour certains fans qui ne voulaient pas regarder ce genre de show. Seulement dans ce cas présent, il est difficile quand même de cracher sur 1 milliard de dollars, et donc je pense que malheureusement pour les 9 prochaines années minimum, on aura ces shows en Arabie Saoudite. Et finalement, qu'en sera-t-il quand Vince McMahon ne sera plus là? Il y a fort à parier que Vince McMahon ne partira jamais à la retraite, et que la direction de la WWE changera au moment de son décès. Bien sûr, on ne souhaitera jamais le décès de Vince McMahon pour que la promotion gagne en qualité, mais je pense qu'effectivement le jour où ça arrivera, il y aura peut-être un second souffle du côté de Stamford. Attention toutefois, si la WWE veut changer les choses, elle doit le faire vite et bien, puisqu'on sait qu'il y a une autre promotion qui arrive et qui, je pense, va tout secouer sur son passage. Enfin, en conclusion, je pense que la WWE traverse une période assez compliquée en ce moment, mais comme c'est déjà arrivé par le passé, elle saura, je pense, se relever et nous proposer du très bon contenu dans les années à venir. Voilà, c'est la fin de cette consultation, merci à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de me donner vos avis par commentaire sur les points que j'ai énoncés. Merci à tous ceux qui like, merci à tous ceux qui partagent, ça me fait plaisir. Presque 800 abonnés sur la chaîne, c'est vraiment super. Nous on se retrouve très bientôt, la prochaine vidéo à sortir sera un top 5. Je sais que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc c'est attendu. Donc voilà, restez à l'écoute. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, je suis très actif sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas à aller vous abonner. Voilà, c'était le Dr Wrestling, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine.